Bonjour à tous, nous allons démarrer aujourd'hui un nouveau rendez-vous Club Expert. L'expert du jour qui va s'exprimer devant vous est Monsieur Mathieu Six. Mathieu est le gérant du fonds Orussia Global, qui est un fonds donc dédié, réservé à nos clients. Il y aura aujourd'hui deux étapes. Une première où Mathieu va faire un point macroéconomique et ensuite je prendrai la parole pour faire un point plus précis sur Orussia Global avec sa composition et ses résultats. Avant de démarrer la partie macroéconomique, je souhaiterais juste rappeler pourquoi il a été créé le fonds Orussia Global, donc fonds dédié, réservé à nos clients. Avant tout, on souhaitait un fonds diversifié, c'est-à-dire un fonds composé d'autres fonds. Aujourd'hui, il y a un très bon degré de diversification. Le fonds est composé de 17 fonds. On verra la répartition entre la partie actions obligataires en fin de présentation de ce jour. On souhaitait un fonds réactif qui nous permette. Le fonds a vocation à être dynamique, mais on souhaite quand même un bon degré de réactivité et qu'au sein de ce fonds, on puisse, sur des périodes, on va dire à risque, où on puisse mettre en place des couvertures, ce qui a eu lieu par exemple l'année dernière pendant les élections américaines. La première journée des élections américaines, il y avait bien entendu de gros doutes entre qui pourrait être le vainqueur entre Joe Biden et M. Trump. Et il avait été donc décidé sur une courte période de mettre en place des couvertures. Et ce qui a été très intéressant sur cette période où il y avait de la tension sur les marchés, c'est qu'on a pu faire le point le jour des élections, ainsi que le lendemain et surlendemain avec Mathieu. Et oui, il avait été décidé de mettre par exemple des couvertures qui ont été levées progressivement à partir du moment où il apparaissait que Joe Biden serait le vainqueur de ces élections. Donc, diversification, réactivité, la possibilité de mettre en place des couvertures. Et autre point important, c'est que tout client qui détient ne serait-ce qu'une part d'Orussia Global reçoit tous les mois un compte-rendu qui est rédigé par les équipes de Rothschild, ce qui permet une parfaite communication en toute transparence de la composition des fonds, de ses résultats sur un mois, sur le début de l'année, à savoir s'il a été à l'intérieur du fonds mené des arbitrages ou pas. Et cette communication régulière est appréciée par vous tous. Et enfin, les résultats. Il y a les résultats qualitatifs et quantitatifs. Quantitatifs, les résultats sur un an depuis le début de l'année, on les évoquera tout à l'heure, sont très bons. Et je tiens aujourd'hui à insister sur le côté qualitatif. Le côté qualitatif, c'est cette possibilité de vous contacter, Mathieu, régulièrement, de faire le point régulièrement avec également les conseillers, à ce qu'il y ait vraiment des discussions entre nous qui soient collégiales et régulières avec vous. On va pouvoir démarrer la présentation. Je vais d'abord faire un petit rappel sur Rothschild & Co. Donc, Rothschild & Co, groupe qui existe déjà depuis plus de 200 ans, avec différentes activités, bien entendu une activité de banque d'affaires, de banque d'investissement, et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est la partie, ce qu'on appelle Wealth et Asset Management, qui est donc la division pour laquelle travaille M. Mathieu Six, qui est toute la gestion collective les gérants sont basés à Paris et c'est tout l'environnement des OPC, SICA, fonds communs gérés par les équipes de Rothschild avec des fonds qui sont des fonds Rothschild, mais également avec des fonds de fonds tels que le nôtre, celui d'Orussia Global, fonds de fonds composés d'autres maisons, puisque la banque Rothschild a développé un savoir-faire important sur la multigestion. Donc, c'est le fait de pouvoir, à ce que vous puissiez chercher, détecter, analyser des maisons de gestion qui ne sont pas celles de la banque Rothschild, avec des expertises complémentaires aux vôtres. Et c'est ce qui nous permet, au sein d'Orussia Global, bien entendu, de respecter le vieil adage de diversification. Donc, la partie purement asset management, gestion est composée de 170 collaborateurs et l'ensemble des gérants sont à Paris. Ce qui permet, et c'est ce qui nous intéresse au premier degré, oui, de pouvoir, comme je le disais précédemment, vous contacter régulièrement, facilement, pour faire le point sur le fonds, les perspectives,
vous réalisez régulièrement pour nous justement des analyses macroéconomiques et cette proximité est un point essentiel et qui nous plaît énormément. Vous êtes 2 gérants pour le fonds d'Orussia Global, vous-même et Marc Terrasse, donc vous travaillez en binôme, même si c'est avec vous que nous sommes plus régulièrement en contact. Donc comme je le disais, un savoir-faire avec votre savoir-faire pour tout ce qui est analyse macroéconomique, donc les différentes phases de cycle économique et de marché. Et le point excessivement important qui est d'être en architecture ouverte, qui permet donc, et on le verra à la fin de cette présentation, à ce qui, oui, dans le fonds Orussia Global, il y a quelques fonds gérés par Rothschild, puisque vous avez des expertises spécifiques pour certains fonds qui ont donc été intégrés dans Orussia Global, mais une large majorité de fonds sont des fonds externes. On verra tout ça en fin de présentation. Donc, je vais vous laisser la parole, Mathieu, pour cette analyse macroéconomique, et je serai de temps à autre amené à vous couper la parole s'il y a des termes un peu trop techniques. Ok. Bonjour à tous. Donc effectivement, la présentation macro est composée de 2 parties. La première, c'est un bilan sur ce qui s'est passé sur ce premier trimestre 2021. Et la deuxième partie, c'est où nous sommes dans le cycle et comment nous positionnons donc, le fonds Orussia en fonction de ce qui nous attend dans les semaines et mois à venir. Donc, sur ce premier slide, on vous remet effectivement ce qui s'est passé sur ces dernières années, juste pour mettre en avant la forte réaction des marchés de l'année dernière. Comme vous pouvez le constater donc, sur le graphique de gauche, on a sur ce graphique 2 périodes de crise, les 2 dernières que nous avons connues, donc la grande crise financière suite à l'épisode de la faillite de Lehman Brothers, et la deuxième, donc, qui est la crise sanitaire. Et vraiment, la première chose qu'on remarque, c'est la rapidité à laquelle les marchés ont réagi et rebondi. Comme vous pouvez le constater, en l'espace de 6 mois, on a rattrapé l'épisode de crise sanitaire, alors qu'il avait fallu 80 mois pour rattraper l'épisode de Lehman. Donc ça, pour nous, c'est très important. Ça veut dire qu'effectivement, on a connu une énorme crise. On a baissé de 33% l'année dernière. Mais la rapidité, la réactivité à la fois des banques centrales et des gouvernements pour sauver, entre guillemets, l'économie, a permis donc ce fort rebond des marchés. Alors, c'est très compliqué en termes de gestion, puisqu'il faut être très réactif. Si vous vous rappelez bien, l'année dernière, au mois d'avril, par exemple, on était donc, début avril, on était sur les plus bas de marché et on avait donc cette peur donc de savoir ce qui allait se passer sur les mois qui arrivaient. Et finalement, en tout cas en termes de marché, ce qui s'est passé, les forts soutiens monétaires des banques centrales et des gouvernements ont permis à ces marchés de rebondir. Donc ça, c'est le premier bilan, c'est qu'effectivement, énormément de volatilité l'année dernière. Et malgré cette volatilité et malgré l'ampleur de cette crise sanitaire, nous avons réussi, les marchés en tout cas, à terminer l'année positivement. Sur la partie de droite, on a fait un petit exercice sur les évolutions des marchés. Donc là, on prend à chaque fois l'indice Global Action Monde. Donc vous êtes exposé à l'ensemble des sociétés mondiales, à la fois américaines, européennes et asiatiques. Et vous avez donc sur cette partie-là la décomposition année par année, l'évolution des marchés. Donc on voit bien en violet qui est l'année 2020, donc la forte volatilité. Mais ce qui nous intéresse ici maintenant, c'est de savoir ce que va faire l'année 2021. Et donc sur ce premier trimestre 2021, on voit bien qu'on est parti sur un rythme qui semble similaire à 2 années qu'on a connues donc sur les 6 dernières années, 2015 ou 2017. Et la grande question, bien sûr, c'est de savoir est-ce qu'on va terminer en territoire positif ou est-ce qu'on va avoir des marchés qui, après ce fort épisode haussier de l'année dernière, on aurait des marchés qui commencent à respirer, à intégrer donc, parce qu'on voilà, on considère que beaucoup de belles choses sont déjà intégrées par les marchés et donc on pourrait avoir à ce moment-là un marché qui respire. Donc on a une année 2017 où finalement très peu de volatilité, on a une hausse larvée, ce qu'on appelle larvée, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'épisode volatile avec des respirations de marché, donc on a des marchés qui ont continué à monter régulièrement tout au long de l'année, donc ça pourrait être une année comme celle-ci, ou alors, comme je viens de le dire, un marché qui commence à respirer, on aurait un peu une année à la 2015 où on commence à monter tout doucement, comme on a connu donc, sur ce premier trimestre, et puis à un moment, voilà, pour X ou Y raison, donc on va en parler un petit peu après, quels sont les catalyseurs, les potentiels déclencheurs qu'on pourrait avoir pour voir baisser les marchés. On aurait donc des marchés qui respirent et à ce moment-là, donc une consolidation.
à ce moment-là, pour l'instant, on ne voit pas de forte chute des marchés, puisqu'encore une fois, les banques centrales et les gouvernements sont là pour soutenir tout ça. Mais voilà, avoir cette respiration de marché qui ferait donc maintenant baisser les marchés à partir de maintenant. Et c'est d'autant plus vrai que si on croit à la saisonnalité des marchés, effectivement, vous avez peut-être entendu cet adage, donc sell in May, go away, hein, donc vendre en mai et allez-vous-en. C'est-à-dire que voilà, à partir de mai, historiquement, quand on regarde dans le passé, les marchés ont plutôt tendance à baisser avec la sortie des dividendes, plus l'épisode d'été, hein, où on a généralement beaucoup moins d'opérateurs sur les marchés et on a souvent donc, des petites respirations de marché avant d'avoir une nouvelle accélération en fin d'année. Donc voilà. Donc effectivement, on est à ce carrefour de savoir est-ce que les marchés ont encore assez de potentiel pour continuer à monter ou alors est-ce qu'on pourrait avoir une respiration. Et on va essayer de répondre à ces questions. Donc si on passe au slide suivant, donc c'est le bilan donc, sur les. Alors on a pris les 6 derniers mois. Les 6 derniers mois, ça correspond donc pratiquement à avant l'élection, comme le signalait Lionel. On a eu effectivement un mois de novembre qui a été très chargé en événements. On a eu l'élection américaine et on a eu ensuite donc, le fameux jour Pfizer, donc la découverte du vaccin, qui a apporté quand même énormément d'espoir à la fois à la population et puis bien sûr au marché. Donc, quand on regarde le bilan donc, de ces 6 mois donc en bleu et donc la performance sur le premier trimestre, donc on voit bien qu'effectivement, sur ces 6 derniers mois, on a eu une forte hausse des marchés, donc qui est un petit peu, je dirais, c'est assez disparate sur les zones, hein, puisqu'on a un fort rebond des marchés émergents, vous avez tout en haut à gauche, en bleu, 21%, suivi de l'Europe et suivi des États-Unis. Alors ça, c'est assez nouveau, parce qu'on avait connu quand même un environnement de marché qui était un petit peu dans un seul sens, hein, où on avait les États-Unis qui ne faisaient que monter, et malheureusement pour nous, Européens, on avait un marché qui était beaucoup plus dans la consolidation. Et là, c'est un petit peu le fait nouveau, donc depuis ce fameux jour de vaccin, c'est que finalement, on a un inversement des rôles, où on a pour une fois les émergents et l'Europe qui tirent les marchés vers le haut, suivi donc des marchés américains. On peut le voir aussi à droite, on a la performance donc, au niveau des pays, et là aussi, c'est assez disparate, puisqu'on a des pays comme l'Italie qui sont en forte hausse depuis le début de l'année sur les 6 derniers mois, alors que l'Allemagne, qui était un pays, on a souvent entendu parler de l'Allemagne comme étant le grand gagnant européen depuis des années, et effectivement est un peu plus à la traîne. Alors, c'est un juste retour des choses, hein, c'est qu'effectivement, quand on avait peu de visibilité l'année dernière, mais quand vous avez peur des marchés, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur les choses qui vous paraissent le plus sûres. Effectivement, mais en tant qu'investisseur, qu'est-ce qui vous paraît le plus sûr? Ce sont donc les États-Unis. En Europe, c'est l'Allemagne. Et après, quand on va un petit peu plus en détail, qu'est-ce qui vous semble le plus sûr dans les boîtes quand vous êtes investisseur? Vous allez acheter des sociétés où il y a beaucoup de visibilité de croissance. Donc, on parle beaucoup en ce moment des sociétés de technologie. Alors que vous allez plutôt avoir tendance à délaisser les sociétés dites value, sous-valorisées, où on a, par exemple, les bancaires, l'énergie, etc. Donc, des boîtes qui, quand on a une économie qui est complètement fermée, forcément souffre un petit peu plus. Donc, voilà, donc on a ce juste retour des choses, ce retour à la moyenne, où on a jusqu'à début novembre toutes ces belles boîtes qui performent très bien, dans un contexte où on a très peu de visibilité et on ne sait pas où on va. Et comme on a cette lumière au bout du tunnel qui est arrivée grâce au vaccin, on a eu cet inversement. Donc, on a des proportions où on a tout ce qui avait souffert auparavant qui est commencé à surperformer. Voilà. Donc, on est encore dans ce scénario-là. Alors, effectivement, ce n'est pas linéaire, on a des à-coups. Et depuis donc, ce fameux jour, on a les zones dites value sous-valorisées, donc comme le Japon, comme l'Europe, qui surperforment. Et on a un petit peu plus en retrait les boîtes comme les pays comme les États-Unis ou les boîtes comme la croissance. On va voir ça dans les slides suivants. Alors qu'effectivement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand vous êtes investisseur mondial, vous avez donc, si je dois schématiser les zones, vous avez 2 zones de forte croissance où on retrouve les plus belles boîtes d'avenir, c'est les États-Unis et l'Asie. Donc, l'Asie étant grosso modo le pendant des États-Unis, puisque vous avez donc aux États-Unis, tout le monde en a entendu parler, de ces boîtes rouleaux compresseurs qui prennent des parts de marché à tout va et qui sont les boîtes d'avenir. Je pense notamment aux GAFA, les Google. Justement, si pour que ça puisse être concret pour nos clients, si vous pouvez donner quelques exemples d'actions croissance et à contrario, quelques exemples de ce qu'on peut appeler des titres value, même si on a bien compris qu'on retrouvait plus de valeur de croissance aux États-Unis et plus de titres value sur la France et l'Europe. Mais si vous pouviez prendre l'exemple de quelques actions qui sont en effet globalement connues de nous tous.
Oui, bon, je pense que les plus connus, celle dont on parle beaucoup ces derniers mois, c'est Amazon. Donc, c'est typiquement la société de croissance qui effectivement prend des parts de marché à tout ce qui est anciennement distribution alimentaire classique. Alors, ça commence par ça, mais maintenant, Amazon fait de tout, hein. C'est le supermarché sur Internet où tout le monde fait ses achats. Et c'était déjà des boîtes avant la crise sanitaire qui avaient des taux de croissance qui étaient faramineux. Et clairement, et ça vous avez aussi entendu parler, finalement, cette crise sanitaire, ça a été un accélérateur de tendance. La tendance qui prévalait avant la crise, elle est confirmée à nouveau. C'est-à-dire qu'avec tous les magasins qui sont fermés, les gens achètent de plus en plus sur Internet et donc achètent de plus en plus sur Amazon. Donc, typiquement, une boîte de croissance, une société de croissance, ce sont des sociétés qui affichent des taux de croissance extrêmement élevés, à 50% à l'année, par exemple. On a des boîtes comme Tesla, on a des boîtes comme Facebook, Google, etc. Donc, c'est des boîtes qui ont des taux de croissance qui sont exceptionnels. Et à contrario, de l'autre côté, donc, si je dois citer des exemples, vous allez retrouver des boîtes qu'on dit sous-valorisées, qu'on appelle value. Alors, vous n'êtes pas forcément ou croissance ou value, hein, mais dans la partie value, vous allez retrouver des sociétés qui sont beaucoup plus matures. Donc, je pense notamment, par exemple, aux télécoms. Maintenant, tout le monde a un abonnement Internet, tout le monde a un téléphone portable, donc tout le monde a un abonnement chez un opérateur. Donc, les taux de croissance de ces sociétés-là sont moindres, forcément, puisque déjà, l'ensemble de la population est couverte. Donc, c'est plutôt des boîtes qui vont être tendance à ne pas se payer cher et qui vont avoir des difficultés à monter leur taux de croissance. Donc, souvent, c'est ou blanc ou noir. Vous êtes investisseur, effectivement, quand vous avez peu de visibilité, vous allez aller chercher de la croissance. Donc, des boîtes qui, vous savez, quel que soit le contexte financier, économique, vont continuer à délivrer des taux de croissance importants. Et de l'autre côté, vous allez avoir tendance à délaisser donc, ces titres value qui n'apportent finalement pas de visibilité. Le risque, quand vous êtes un opérateur téléphonique, c'est que finalement, la personne qui a peut-être le ménage qui a 2 ou 3 abonnements téléphoniques, finalement, ait tendance à réduire sa consommation et à perdre à enlever un forfait. Voilà. Donc, et donc, là, maintenant que l'économie se réouvre, donc j'ai donné l'exemple de l'opérateur téléphonique, mais on va retrouver aussi des boîtes dans l'énergie. Effectivement, quand vous avez une économie qui se ferme comme elle s'est fermée l'année dernière, vous n'avez plus de consommation d'essence, vous avez le prix du pétrole qui baisse. Donc, toutes les sociétés comme Total, par exemple, qui vendent du pétrole, vont avoir leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices qui vont fortement diminuer. Donc, voilà. Donc, ces boîtes-là vont devenir sous-valorisées. Maintenant que l'économie se réouvre, donc voilà, vous allez à nouveau vous déplacer, vous allez à nouveau consommer, prendre votre voiture et donc voilà, les prix du pétrole vont remonter et donc ces boîtes comme Total vont à nouveau voir une croissance de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices. Voilà. Donc si je dois donner 2 exemples, c'est un petit peu les 2 que je donnerai. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pendant des années et notamment donc l'année dernière, je disais cet accélérateur de tendance, c'est quand vous ne savez pas quoi faire et que vous êtes inquiet dans l'avenir. Quand vous avez des boîtes, vous savez qu'Amazon, de toute façon, va continuer à prendre des parts de marché, à disrupter, comme on dit, hein, énormément de pans de l'économie. Vous savez que ces boîtes-là seront encore là demain et elles seront encore plus fortes demain. Donc, vous allez les acheter. Par contre, elles vont devenir très, très chères parce que tout le monde va les acheter. Maintenant que ça, on retrouve un petit peu d'espoir et on voit, hein, notamment aux États-Unis, Israël est le benchmark le plus important, mais les États-Unis qui commencent à réouvrir leur économie. Voilà, vous savez que ça, c'est ce qui nous attend en Europe dans quelques mois. Et donc, à nouveau, vous avez ces boîtes qui vont à nouveau profiter de la réouverture de l'économie. Et on le voit hein, sur ce graphique en page 10. Vous voyez, par exemple, l'année dernière, en 2020, quand on décompose l'univers des actions européennes, en rouge, vous avez la value, en bleu, vous avez la croissance. Et on voit bien que l'année dernière, il fallait être uniquement investi sur la croissance. Il ne fallait pas du tout avoir de value. Et depuis 6 mois et depuis le début de l'année, donc, vous avez cet inversement. Alors attention, hein, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On voit que la croissance continue à monter, mais elle continue à monter sur un rythme beaucoup moins important que la value. Donc on a encore une fois ce retour à la moyenne de la value. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé cet espoir. Et je pense qu'à droite, c'est encore plus flagrant. Vous avez les petits bâtonnets jaunes. Donc clairement, on prend tout simplement on prend les sociétés de value et on les divise par les sociétés de croissance. Et on voit sur ce bâtonnet jaune que finalement, les sociétés dites value sont 2 fois moins chères que les sociétés dites de croissance. Donc, il y a encore énormément de potentiel, malgré le fort rebond depuis le début de l'année. Et c'est un petit peu comme ça qu'on positionne Orussia maintenant de plus en plus. On a eu tendance à renforcer les sociétés value au sein du portefeuille parce que ce seront elles qui vont bénéficier de la réouverture de l'économie.
Donc, en page 11, on a un petit peu la même chose qu'en Europe. Hein. Donc là, vous êtes sur les États-Unis. Donc, à gauche, on voit finalement les sociétés dont on parlait juste avant, hein, les sociétés de forte croissance, donc on appelle les GAFAM. Donc, GAFAM pour Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et Netflix. Hein, ce sont des sociétés que tout le monde connaît. Et on voit bien que sur ces dernières années, ce sont ces boîtes-là qui ont tiré l'ensemble du marché. Parce que si on les enlève, et on voit ça sur la ligne jaune, finalement, sur les 3-4 dernières années, ça n'a pas fait grand-chose. C'est uniquement ces GAFAM qui ont tiré l'ensemble des marchés américains et mondiaux. Et on voit donc en haut à droite, depuis fin septembre, on constate également, comme en Europe, cet inversement, c'est-à-dire que les GAFAM, pour la première fois depuis très longtemps, font moins bien que l'indice global S&P 500 et donc font beaucoup moins bien que les autres boîtes, notamment dans le Russell 2000. Vous avez notamment les petites sociétés, les moyennes sociétés, donc qui ne sont pas ces gros bulldozers, ces gros rouleaux compresseurs que sont les GAFAM, mais donc des plus petites boîtes, beaucoup plus liées à l'économie, à la réouverture de l'économie. Et on voit bien que maintenant, ce sont ces boîtes-là qui tirent l'ensemble des marchés. Voilà. Donc, c'est cet inversement que je signalais tout à l'heure qui est très important et qui, selon nous, va continuer. Pourquoi? Parce que voilà, on est encore dans cette tendance d'ouverture de l'économie. On est encore très loin, malheureusement, d'avoir retrouvé cette normalité de vivre, malheureusement. Ça va se faire petit à petit. Donc, petit à petit, ces boîtes vont retrouver donc, du potentiel. Alors, à commencer par des boîtes comme Vinci, par exemple, hein, qui sont bien sûr dans la construction. Donc, la construction va bénéficier de tous ces plans d'investissement des gouvernements, mais également qui sont investis dans des autoroutes. Voilà, on va reprendre petit à petit. On l'a vu l'été dernier, quand on a réouvert l'économie, les autoroutes ont repris rapidement le trafic qui était le leur avant la crise sanitaire. Et donc, voilà, ces boîtes-là vont commencer à reprendre un rythme plus normal et ça va petit à petit se déplacer sur l'ensemble de l'économie. Bien sûr, en dernier lieu, on aura probablement tout ce qui est loisirs, restauration et bien sûr compagnie aérienne. Parce que pour l'instant, vous ne pouvez plus voyager dans le monde comme vous voyagez avant. Ça va mettre probablement beaucoup plus de temps. L'exemple qu'on a bien donné, hein, c'est suite au World Trade Center, le trafic aérien a mis 2 ans et demi à retrouver son trafic normal. Voilà, donc là, c'est pareil, ça va mettre du temps. Ce seront probablement les derniers à en profiter. Mais au fur et à mesure, voilà, nos investissements vont être déplacés de ces belles boîtes de croissance qu'on avait dans Russia l'année dernière vers ces boîtes qui sont dites value, qui vont reprofiter à nouveau de l'ouverture de l'économie. Et enfin, sur le slide suivant, voilà, pour terminer cette première partie de bilan, c'est sur les valorisations. Donc, vous avez en haut ce qu'on appelle les PER. Donc, le PER est un indice, enfin, un point très intéressant à analyser. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition, brève définition du PER, du Price Earning Ratio? Exactement, voilà, c'est ça. PER, c'est le Price Earning Ratio. Donc, en français, ce sont le cours sur les bénéfices. Voilà, donc, vous prenez le cours de l'action en question et vous le divisez par son bénéfice par action. Sinon, vous prenez la valorisation globale de la capitalisation de marché, le cours fois le nombre d'actions en circulation, et vous le divisez par les bénéfices de la société. Donc, ça vous donne un indicateur sur la cherté de l'action. Alors, c'est un indicateur parmi tant d'autres. C'est le plus connu, c'est celui effectivement qu'on regarde le plus. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, effectivement, certains vous diront qu'il n'est pas forcément adapté à ce qu'on connaît actuellement, mais voilà, ça reste quand même un indicateur qui nous permet de comparer à un moment donné une boîte par rapport à d'autres, un marché par rapport à d'autres et surtout par rapport au passé. Et là, on voit bien sur ces graphiques, donc en haut, à gauche, vous avez les États-Unis, à droite, vous avez l'Europe. On voit bien que sur les 15 dernières années, on est sur des marchés qui sont historiquement très, très hauts en termes de valorisation marché, en termes de PER. On voit bien aussi que ce dernier a baissé dernièrement. Alors, pourquoi il a baissé? Tout simplement parce qu'on a revu le bénéfice à la hausse. Donc, voilà, vous avez au dénominateur, on a revu le bénéfice à la hausse. Donc, forcément, ça a réduit vos valorisations. Donc, on reste toujours très, très cher. Mais d'un autre côté, on voit bien qu'on retrouve un petit peu de potentiel. Et si je dois donner un exemple avec le S&P 500, donc le marché américain, on est revenu sur des niveaux de 23, on était à 27, donc on retrouve un petit peu de potentiel à la hausse. Par contre, si je dois faire un bilan de ce graphique-là, de ce slide-là, c'est que de toute façon, les marchés donc, sont chers, ça c'est sûr. Donc, dans les cours sont intégrés énormément de belles choses, de choses positives, et donc il suffirait qu'il y ait un petit grain de sable pour faire dérailler tout ça. Donc, c'est un petit peu la conclusion de cette première partie, c'est de dire que les marchés ont beaucoup monté. L'année dernière, si on nous avait posé la question de savoir, bien sûr, comme je disais tout à l'heure,
si on allait monter suite à cet épisode, on vous aurait dit, je pense que la plupart vous auraient dit non. Finalement, on l'a fait. Donc, on voit bien qu'on a acté le fait que les banques centrales et les gouvernements ont sauvé l'économie d'une forte crise, ça c'est sûr. Par contre, voilà, beaucoup de belles choses sont anticipées et encore une fois, on n'en est pas sorti. Voilà. Donc nous, on pense que suite à tout ça, effectivement, il faut être un petit peu plus défensif et je vais vous montrer pourquoi dans les slides suivants. Alors, sur le cycle actuel, voilà, vous avez en haut à gauche les perspectives donc de PIB sur les derniers trimestres et sur ce qui nous attend sur les prochains mois. Et clairement, on voit bien cette forte chute. On a cristallisé une chute du PIB qui a été importante. Et cette chute du PIB, on va mettre très, très longtemps à la retrouver. Le problème, c'est le tableau de droite. Le problème pour nous, Européens, c'est le tableau du bas. C'est les anticipations donc, de croissance pour les prochains mois, donc les prochaines années, et quand on les compare par rapport à ce qui était avant. La colonne de droite, vous voyez l'écart entre fin 2021 et donc, ce qui est anticipé pour la fin de l'année et fin 2019. Et la conclusion de ce petit tableau, c'est de dire que finalement, malheureusement, j'ai envie de dire pour nous, encore une fois, ce sont les États-Unis qui vont sortir gagnants de cette crise sanitaire. Enfin, gagnants, si on peut parler d'un gagnant, bien sûr, mais qui vont sortir plus forts, en tout cas, que la zone euro, parce que vous voyez qu'entre 2021 et 2019, on aura eu une croissance du PIB aux USA de 2,8%, alors qu'on aura eu, nous, une chute de 3,1%. Et malheureusement, effectivement, je dis ça parce que les USA sont rentrés dans la crise après nous, hein, rappelez-vous, mais ils vont s'en sortir avant nous. Voilà. On voit bien les lenteurs de la vaccination, la bureaucratie, etc. Enfin, vous l'avez suivi comme moi. Ça met beaucoup de temps en Europe à prendre une décision et malheureusement, ça se traduit en termes économiques avec beaucoup de lenteur et on va ressortir un petit peu derrière tout ça. Alors, ceci explique aussi les positionnements qu'on a eu dans Russia où on a eu tendance à avoir donc, un peu plus d'États-Unis que d'Europe, même si cela est en train de changer. Pourquoi? Parce que voilà, les États-Unis, on sait que les marchés anticipent à plusieurs mois l'évolution de l'économie. Donc, on savait que de toute façon, les USA allaient sortir grandis par rapport à l'Europe de cette crise sanitaire. Maintenant, c'est plutôt la zone euro. C'est-à-dire que la zone euro, elle est derrière. C'est plutôt elle maintenant qui va connaître une accélération. Voilà. Donc, dans les arbitrages futurs qu'on va proposer dans Russia, il y aura probablement ce déplacement d'investissement, on l'a dit tout à l'heure, hein, de croissance vers la value. Et je le disais tout à l'heure, mais quand vous êtes investisseur monde, vous avez donc deux zones de forte croissance que sont les États-Unis et l'Asie. Et vous avez deux zones qui sont beaucoup plus matures, donc avec des sociétés où on retrouve beaucoup de banques, d'énergie, etc. Donc, ce sont l'Europe et le Japon. Voilà. Donc, il y a cette tendance-là à vouloir avoir moins de croissance dans les portefeuilles, plus de value. Et donc, souvent, ça se traduit par un petit peu moins d'États-Unis, un petit peu plus d'Europe. Et c'est ce qu'on constaterait dans les prochains mois, probablement, dans le fonds russien. Alors, sur le slide suivant, là, je vais essayer d'être bref parce que je pense qu'on a tous un avis là-dessus. On est tous épidémiologistes en France et dans le monde. Juste pour dire qu'effectivement, on a une accélération de la campagne de vaccination. On a des benchmarks qui sont assez importants et ce qui nous permet d'anticiper un petit peu ce qui va arriver en Europe dans les prochains mois, mais que sont l'Israël, bien sûr. On voit en bas à droite le taux de vaccination qui est très important en orange. On a donc les États-Unis et l'Angleterre qui ont fortement accéléré. Donc là aussi, c'est des bons indicateurs de tendance. Et nous qui sommes un peu en retrait. Alors, le point positif, c'est qu'effectivement, il faut rester optimiste. La campagne de vaccination, on le voit d'ailleurs, hein, accélère en Europe. C'est-à-dire qu'on va avoir un rattrapage de l'Europe sur les États-Unis. Donc, c'est pour ça aussi que je le disais tout à l'heure, dans les investissements, il y a une probabilité, une potentialité que d'ici la fin de l'année, l'Europe marche à nouveau très bien par rapport aux États-Unis parce qu'on va avoir donc cette sortie de crise qui va s'accélérer. Par contre, vous l'avez suivi, ça c'est le petit point négatif et qu'il faut garder en tête, même si ce n'est pas le scénario de base, c'est ce qui se passe dans des pays comme le Brésil et l'Inde, voilà, où on a une forte accélération des cas. Et le problème, c'est qu'effectivement, même si effectivement, ce sont des pays qui ont des populations beaucoup plus importantes que la France, par exemple, mais ce sont aussi des pays qui ont des structures qui sont beaucoup moins adaptées. Donc, ils ont beaucoup moins de facilité, en tout cas beaucoup plus de difficultés à combattre l'épidémie. Et surtout, le problème, c'est que plus vous avez de cas, plus vous avez un risque d'apparition de variants. Et donc, si on a un nouveau variant qui ne serait pas soigné par les vaccins qui sont en place en ce moment, là, à ce moment-là, on aurait un nouveau cas compliqué. Donc voilà, il faut garder ça en tête. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, comme le disait Boris Johnson, tant que tout le monde n'est pas en sécurité, personne n'est en sécurité. Donc voilà, il faut vraiment garder ça en tête, même si effectivement, il y a des signes très positifs qui viennent d'Israël, des États-Unis
d'Angleterre, tant que le monde entier n'est pas pleinement vacciné et qu'il y a épidémie derrière nous, il y aura toujours ce risque à nouveau de rechute. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut garder ça en tête dans les portefeuilles, ne pas être trop exposé au niveau des actions et en termes de risque. Pourquoi? Parce qu'il y a ce risque de rechute, ce risque d'apparition de variants, ce risque de réapparition de virus dans des pays qui semblaient pouvoir l'avoir vaincu. Rappelez-vous que l'Inde, il y a 2-3 mois, le gouvernement avait dit que le virus a été vaincu. Voilà. Et on voit la situation actuelle. Aux États-Unis, c'est pareil, ils ont vacciné, ils commencent à réouvrir, à se redéplacer, à sortir, etc. Mais on voit aussi une accélération, à nouveau, une remontée des cas. Voilà. Donc, tout ça, il faut le garder en tête. Je termine là-dessus, parce que tout le monde connaît bien la situation, mais voilà, ce n'est pas terminé. Alors ensuite, là, ça, c'est un point très positif pour les marchés. Je l'ai dit tout à l'heure, on a les banques centrales qui sont massivement intervenues. On le verra un tout petit peu plus tard. Et on a maintenant les gouvernements qui prennent fortement le relais. Donc, vous avez probablement entendu parler du fameux plan de Joe Biden, 1 900 milliards qui ont été décidés donc en début d'année. Ça faisait suite à un plan de 900 milliards qui avait tenu en décembre, et il précède un plan d'infrastructure qui va arriver, donc qui sera étalé sur plusieurs années, mais qui est en discussion au Parlement américain pour pouvoir à nouveau soutenir l'économie. Donc ça, cette phase-là, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien. Donc ce plan qui est très important, si vous regardez les 3 premières lignes, c'est le volet social du plan. On a 780 milliards qui sont uniquement destinés à rééquilibrer l'économie, parce que malheureusement, encore une fois, on l'a vu aussi, dans cette crise, le fait que les banques centrales soient intervenues, finalement, la première conséquence que ça a eu, ça a inflaté les marchés. On l'a vu, les actions ont monté, l'immobilier a monté, et effectivement, ceux qui sont le plus détenteurs d'actions et d'immobilier sont les personnes aisées. Donc, on gagnait énormément d'argent, sont encore plus riches qu'avant. Et malheureusement, de l'autre côté, effectivement, vous avez si on regarde le côté pauvre de la population, qui est de plus en plus pauvre. Donc, ce volet sert à rééquilibrer les choses. Donc, ça, c'est le côté positif. Par contre, il faut le financer. On l'a vu déjà la semaine dernière, quand les Américains ont annoncé que pour financer ce plan-là, il fallait augmenter les impôts. Donc, les impôts vont augmenter sur la partie ménage, sur la partie surtout entreprise, donc de 21 à 28%. Le gouvernement américain veut aussi mettre en place un taux universel, on va dire. Donc voilà, tout ça, c'est négatif pour les marchés, je parle, bien sûr. Donc voilà, c'est négatif pour les marchés. Donc forcément, si une boîte est plus imposée, si elle n'a plus la possibilité d'aller dans des paradis fiscaux, à la fin, le bénéfice est moins important. Et rappelez-vous tout à l'heure, le PER bénéfice, cours sur bénéfice, mais si les bénéfices sont moins importants, ça fait monter les valorisations et donc ça fait baisser les marchés. Voilà. Et l'autre point aussi négatif, donc de l'année dernière, qui a un petit peu impacté les marchés, c'est que Joe Biden a proposé donc une hausse des impôts sur les plus-values très importante, qui serait pratiquement doublée de 20 à 39%. Voilà. Et donc ça, c'est aussi négatif pour les détenteurs d'actions. Donc on voit bien que tout ce qui a été annoncé et qui a été positif sur les marchés sur ces derniers mois, maintenant ça commence à tousser un petit peu, parce que tout ça, il faut le financer. Et on sait bien que pour le financer, il n'y a pas 15 000 moyens. Il faut aller prendre l'argent là où il est, et donc il faut aller le chercher chez les ménages, chez les entreprises, et ça, c'est plutôt négatif pour les marchés. Donc voilà, attention de ce côté-là sur les marchés financiers. Sur le slide suivant, voilà, on a les indicateurs de surprise. Alors, c'est un indicateur, c'est un composite, c'est une agrégation de différents indicateurs. C'est tout simple, en fait. Vous avez, donc, pour chaque indicateur macroéconomique, vous avez un consensus de place. Vous interrogez plusieurs personnes sur la place, donc des spécialistes, des économistes, et vous leur demandez, sur le taux du chômage qui arrive, sur la production industrielle, quelle est ton anticipation? On fait une moyenne de tout ça, et finalement, si le chiffre qui sort est supérieur à ce consensus, l'indicateur bleu monte. S'il est inférieur à ce consensus, l'indicateur baisse. Et on voit bien quand même que depuis quelques mois, voire bientôt 1 an, on voit bien qu'aux États-Unis, donc à gauche, cet indicateur de surprise a plutôt tendance à baisser. C'est-à-dire que les indicateurs macroéconomiques surprennent de moins en moins positivement. Donc ça, à un moment, on voit bien que ça peut avoir un impact sur les marchés. Surtout quand on voit qu'il y a une certaine corrélation entre les deux. En jaune, vous avez le marché, en bleu, vous avez cet indice. On voit bien que généralement, c'est assez lié. Or, depuis quelques mois, il y a une divergence entre les deux indicateurs. On a ces surprises qui sont de moins en moins positives, alors qu'on a un marché américain qui continue à monter. Donc ça milite encore sur ce que je disais juste avant, c'est que le marché américain qui est très croissance, ça milite un petit peu pour dire, OK, la croissance, vraiment, elle est vraiment de plus en plus chère et les indicateurs de surprise sont de moins en moins importants, sont de moins en moins positifs. Donc, peut-être qu'effectivement, il faut avoir tendance à continuer à migrer le portefeuille à un petit peu plus de value. Et on voit bien qu'à droite, en Europe, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a
des indicateurs de surprise qui continuent à surprendre positivement, qui ne bougent pas beaucoup, et on a un marché action qui est encore en retard. Donc voilà, pour nous, il y a une poche de potentiel à la hausse qui est plus importante en Europe qu'aux États-Unis. Sur le slide suivant, là, aux États-Unis, donc on a remis pour nous un slide qui est important, c'est le chômage. Forcément, hein, on sait que c'est la partie très importante pour les banques centrales. Il faut suivre le chômage de près. Et on voit bien qu'on a eu cette destruction d'emplois qui a été très importante l'année dernière. Et malheureusement, on a récupéré que 50% de ces emplois-là. Et on voit bien que la tendance elle se ralentit. Alors bien sûr, on continue à créer des emplois, mais c'est de moins en moins important. Alors bien sûr, il faut rester positif. Ça va se faire petit à petit, au fur et à mesure où l'économie va rouvrir, au fur et à mesure où vous avez les restaurants qui vont ouvrir, les hôtels, etc. On va retrouver donc toute cette main-d'œuvre qui est au chômage depuis un moment. Mais clairement, si vous êtes au chômage et que vous touchez moins de salaire que d'habitude, vous consommez moins. Donc, pour l'instant, il y a eu des chèques qui ont été donnés aux Américains pour soutenir l'économie, pour soutenir la consommation. Mais pour nous, c'est aussi un point de vigilance, c'est-à-dire que ces chèques-là, ça arrive une fois. Vous n'avez pas un chèque tous les mois qui tombe, ça arrive une fois. Il y en a déjà eu 2 qui étaient très importants, mais voilà, il y en aura de moins en moins. On l'a dit, tout ça, il faut le financer, donc il faut augmenter les impôts. Donc le risque, finalement, c'est tant qu'on ne retrouve pas le plein d'emploi, on est donc cette consommation qui se tarit un petit peu et donc, in fine, qui impacte un petit peu les marchés. Donc ça, pour nous aussi, c'est un point de vigilance qui, pour l'instant, nous fait dire qu'il ne faut pas être complètement exposé sur les marchés, il faut rester un petit peu défensif. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils ont beaucoup monté et il y a quelques points de vigilance qu'il faut qu'on garde en tête. Sur le slide suivant, c'est donc les indicateurs de sentiment, les PMI, qui donnent une tendance sur ce que anticipent à la fois les entreprises du côté manufacturier, donc en bleu, et les entreprises de services en rouge. Et en jaune, vous avez la confiance du consommateur. Et on voit bien qu'on a encore en zone euro un indicateur des services. C'est normal. Dans les services, vous allez retrouver tout ce qui est hôtellerie, loisirs, etc. Alors, sur le manufacturier, c'est des boîtes plutôt classiques d'industrie qui, elles, ont retrouvé leur appareil de production puisqu'elles sont réouvertes et qu'elles continuent à produire et que la consommation repart. Alors que de l'autre côté, tout ce qui est donc hôtel, etc., n'a pas rouvert. Donc, Lionel, je ne sais pas, vous voulez peut-être que j'explique ce que c'est qu'un PMI Oui, volontiers, volontiers. Un PMI, c'est une étude qui est faite là aussi, où vous interrogez en fait des entreprises et vous leur demandez comment est-ce qu'ils trouvent, comment est-ce qu'ils se situent par rapport au mois d'avant en termes de production, en termes de main-d'œuvre, en termes d'anticipation de commandes, de carnet de commandes, de consommation, etc. Donc, c'est un indicateur et la réponse, elle est simple, hein, c'est soit ça va mieux, soit ça va moins bien, soit c'est neutre. Voilà, donc ça donne une indication. Alors forcément, quand on ferme une économie du jour au lendemain, l'indicateur il est un peu faussé parce que forcément, vous fermez totalement votre entreprise et puis vous réouvrez un petit peu, vous allez avoir tendance à penser que ça va un peu mieux, mais ça va quand même beaucoup moins bien qu'à 3 mois. C'est comme l'exemple que j'aime bien donner, c'est quand vous avez de la température. Si vous avez 42 fièvres aujourd'hui, si demain vous avez 39, bon, ça va mieux, mais vous n'allez toujours pas très bien. Et là, c'est un petit peu ça. L'indicateur PMI, ça vous donne l'indication de savoir si ça va mieux ou ça va moins bien. Donc, effectivement, là, maintenant, plus le temps passe, plus il retrouve un petit peu son sens. Et il faut savoir que l'indicateur, quand il est au-dessus de 50, ça veut dire que ça va mieux. C'est un ensemble, des réponses est positive. Quand il est en dessous de 50, ça veut dire que ça va moins bien. Voilà. Et on voit bien qu'en bleu, le manufacturier va mieux, en rouge, le service va moins bien. Et à droite, vous avez donc la partie aux États-Unis et on voit bien que le fait que l'économie se réouvre petit à petit, graduellement, on a les services qui, eux, restent en territoire positif. Donc ça, selon nous, c'est ce qui nous attend en Europe. Encore une fois, c'est notre indicateur avancé aux États-Unis. Et pour l'instant, on voit bien que la confiance du consommateur qui, in fine, dans un pays à forte consommation comme l'Europe, c'est ce qui donne la tendance. Et pour l'instant, on n'a pas retrouvé cette positivité de l'indicateur de confiance. Et enfin, pour terminer sur cette partie macro sur les différentes zones, je termine par la Chine parce que c'est très important, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un indicateur avancé. Pourquoi? Parce que c'est le premier pays à être entré dans la crise sanitaire et c'est le premier pays qui semble l'avoir vaincu. Voilà. Donc, c'est très important pour nous de constater que finalement, une fois qu'on réouvre l'économie, on le voit à droite, les exportations et les importations repartent fortement à la hausse. Et donc, tout ça, on l'a dit tout à l'heure, hein, donc ces sociétés cycliques, ces sociétés value, on voit bien que c'est elles qui vont profiter pleinement de la réouverture progressive
qu'on a déjà aux États-Unis et qu'on va avoir en Europe dans quelques temps. Donc voilà, encore une fois, le message principal, quand on regarde tous ces graphiques d'anticipation, c'est de dire oui, la croissance a très bien marché pendant des années, et surtout ces derniers mois, parce qu'on n'avait plus cette visibilité, mais le fait qu'on réouvre les économies, on retrouve un petit peu de visibilité, donc je l'ai dit, hein, la lumière au bout du tunnel, et donc ça nous fait penser que voilà, toutes ces boîtes qui avaient énormément souffert l'année dernière vont petit à petit retrouver la faveur des investisseurs, et donc c'est à nous, dans Orussia, de continuer à migrer nos investissements vers la croissance, vers un petit peu plus de value. Sur le slide suivant, donc, qui est un des derniers slides. En effet, celui-ci, il est excessivement important puisque il y a des plans de relance qui sont colossaux, que ce soit aux États-Unis, en Europe. Et après, la question, c'est d'obtenir le financement, que tout ceci puisse être financé. Et il y a donc un interventionnisme excessivement important et qui était même avant la crise sanitaire, donc l'injection par les banques centrales de beaucoup de liquidités et l'achat de façon mensuelle, enfin régulière, l'achat des dettes émises par, donc pour la Réserve fédérale américaine, la Fed achète bien sûr la dette émise par les États-Unis. De même, la BCE achète les dettes émises par la France, l'Espagne, l'Italie, etc. Donc on est sur des montants astronomiques. Et la question qui nous est souvent posée, c'est est-ce que les banques centrales sont illimitées dans leur capacité d'intervention? Et en effet, elles jouent le rôle de sapeurs-pompiers et elles permettent aux différents États de s'endetter dans des conditions excessivement intéressantes avec des taux, s'ils ne sont pas négatifs puisque ça a un petit peu monté, avec des taux qui restent et qui demeurent très, très bas. Très bas. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, c'est illimité. D'ailleurs, la Fed l'a dit, hein, on le voit dans le tableau en haut à gauche, ces achats d'actifs sont illimités. C'est-à-dire s'il y a besoin d'acheter plus, elle achètera plus. Là, on est plutôt sur un rythme de 120 milliards par mois, hein, donc c'est énorme. Mais s'il y a besoin de faire plus, elle le fera. Elle a dit, tant que le chômage ne sera pas revenu au plein emploi, tant que l'inflation ne remonte pas, elle continuera à investir, à acheter des obligations, vous l'avez dit, tous les mois, ce qui permet donc de maintenir des taux très bas et donc permettre à la fois aux entreprises, aux ménages et au gouvernement de s'endetter à bas coût pour pouvoir consommer. Voilà. Donc, bien sûr, le grand risque derrière, c'est l'inflation. Parce qu'à un moment ou à un autre, toute cette création de monnaie est censée avoir un impact sur le prix des biens. Alors, effectivement, l'inflation, elle a disparu depuis des années. Ce n'est pas parce qu'elle a disparu depuis des années qu'elle ne peut pas réapparaître. On sait pourquoi elle avait disparu, hein. C'était la mondialisation, la technologie, le vieillissement de la population. Mais à un moment ou à un autre, on le voit, hein, c'est pour ça que ce slide, pour moi, c'est le plus important de la présentation, c'est le bilan des banques centrales. Et je dis toujours, en rouge, vous avez donc la Banque centrale américaine. Après la fameuse grande crise financière entre 2008 et 2014, donc en 6 ans, elle a augmenté son bilan de 2500 milliards. C'est-à-dire qu'elle a injecté dans l'économie 2500 milliards dans l'économie américaine. En l'espace de quelques mois depuis l'année dernière, en l'espace de 6 mois l'année dernière, elle a injecté 3 000 milliards en l'espace de 6 mois. Donc 3 000 en 6 mois versus 2 500 en 6 ans. Donc c'est quand même pas la même chose. Et on voit bien en rouge, hein, ça continue à monter. Et ça continue à monter partout, hormis la Banque du Japon qui a eu tendance un petit peu à baisser dernièrement. Et voilà, globalement, l'ensemble des banques centrales dans le monde continuent à injecter massivement de l'argent pour soutenir les marchés. Donc tout ça, c'est très positif pour les marchés. Alors, ça nous fait dire qu'effectivement, vous l'avez compris, hein, on pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui sont anticipées, les marchés sont chers, etc. Mais on ne peut pas non plus être trop défensif. Pourquoi? Parce qu'on a ce phénomène d'argent qui est déversé à flot dans les marchés et qui ne font que soutenir les marchés financiers. Quand vous placez sur votre livret A ou quand vous achetez une obligation qui ne vous rapporte rien, vous préférez aller acheter sur des marchés actions qui, eux, vous rapportent un dividende plus une perspective de croissance et de potentiel à la hausse. Voilà, donc, c'est un phénomène qu'on appelle TINA en anglais, hein, c'est un acronyme, ça veut dire « there is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative au cash et aux obligations parce que celles-ci ne rapportent rien. Donc, il faut s'investir sur les actions. Donc, dès que ça baisse un petit peu, on le voit bien à chaque fois, dès qu'on a une petite respiration de marché, vous l'avez vu au tout début de la présentation, et ça remonte tout de suite. Voilà. Donc ça, pour nous, ça nous fait dire qu'effectivement, on peut avoir une respiration de marché, on peut avoir une correction peut-être de 5 à 10%, mais c'est compliqué d'imaginer qu'on aura plus, hormis un scénario catastrophe, comme je le disais tout à l'heure, avec un nouveau variant qui apparaît qui serait pas soignable. Mais ça, c'est vraiment le mauvais scénario. C'est vraiment de dire, voilà,
on est prudent sur les marchés, mais pas trop non plus. Pourquoi? Parce qu'on a ce phénomène technique qui nous permet à chaque fois de soutenir les marchés et donc de repartir à la hausse et de plus belle. Voilà. Et sur le dernier graphique, c'est juste pour terminer là-dessus, effectivement, on l'a dit, hein, tout ça, il faut le financer. Et on voit bien que la dette dans le monde revient sur un pic historique, hein, puisque c'était celui qui était suite à la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est qu'à suite à la Seconde Guerre mondiale, il y avait un appareil productif, des routes, des ponts, etc., bon, notamment en Europe, bien sûr, mais un peu partout dans le monde, qui était détruit. Là, ce n'est pas le cas. On a juste eu une économie qui avait fermé et maintenant qui réouvre. Donc, voilà. Donc, tout ça, à un moment ou à un autre, il faudra le payer. Et effectivement, la seule solution, normalement, pour rembourser une dette, en tout cas, la solution la plus facile, c'est de faire monter l'inflation. Donc, voilà, pour nous, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Pour l'instant, les banques centrales sont très rassurantes là-dessus. Les marchés, un peu moins. Hein, les anticipations d'inflation continuent à monter sur les marchés. Pour l'instant, ça reste contenu, mais c'est aussi un point de vigilance parce que si l'inflation doit monter, ça va dire que les banques centrales devront remonter leurs taux. Et si les banques centrales remontent les taux, on l'a dit, ça sera ça sera pas bon pour les marchés et notamment pour les sociétés de croissance qui sont très chères. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des points de vigilance qu'on garde en tête dans le positionnement du fonds Roussien. Voilà. Et là, vous avez un récapitulatif de tout ce que je viens de dire sur les différents points, donc à la fois les facteurs positifs et les facteurs négatifs. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce point macroéconomique complet, clair et explicite. Et en quelques mots, voilà, je vais rappeler les points clés du fonds Eurussia Global. Donc, on est sur un fonds dédié, donc un fonds réservé aux clients du cabinet. On est sur un fonds dynamique, mais diversifié. Le fonds aujourd'hui est composé de 17 fonds. Et on a la possibilité d'être flexible quant au niveau, par exemple, d'exposition aux différentes classes d'actifs, que ce soit les actions, que ce soit la partie obligataire, la partie taux ou de la gestion alternative. Pour la composante action, on peut la faire varier entre 30 à 100%. Pour exemple, tout début 2020, le fonds était composé à 50% actions. Et suite à la baisse des marchés violente que l'on a connue, c'est là où nous avions décidé de porter l'exposition action de 50 à 65%. Et sur l'année dernière et en ce début d'année, on est resté peu ou prou à ce niveau de 65, 66, 67% actions. Mais sur la partie action, ou à l'intérieur des fonds détenus, des 17 fonds détenus par Eurussia Global, ont été quand même menés des arbitrages, dont notamment en cette début d'année, on a pris quelques bénéfices en effet sur des valeurs américaines et techno pour commencer à renforcer l'exposition européenne et la gestion value. La composition aujourd'hui, donc 67% actions au travers de différents fonds, la partie obligataire 18%, et on a quand même conservé depuis plusieurs mois une partie monétaire, cash, liquidité, qui n'est pas rémunérée, ou dont la rentabilité est proche de zéro. On a gardé une poche liquidité assez importante de 10% pour justement, s'il y avait courant mai ou juin, quelques tensions sur les marchés avec quelques baisses que l'on souhaite limiter, mais quand même quelques baisses, eh bien, ça nous permettrait de réinvestir sur la partie notamment actions à bon compte. Et on voit que le portefeuille est bien diversifié également en termes de zones géographiques, avec un certain équilibre entre la partie États-Unis et la zone euro. Point que j'évoquais en début de cette webconférence Club Expert, c'est que la partie Rothschild représente 23% du global au sein de Eurussia Global. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au sein de Rothschild, il y a votre savoir-faire en termes d'analyse macroéconomique. Il y a aussi votre savoir-faire à détecter des talents de bons gérants dans d'autres maisons de gestion. Et on retrouve des maisons que nous connaissons bien, telles que Lazard, telles que Moneta, DNCA, Morgan Stanley, Comgest, qui est un des spécialistes notamment de tout ce qui est valeur de croissance et également des pays émergents, et DNCA qui a une véritable expertise
au même titre que la financière de l'échiquier, par exemple, qui ont des expertises sur tout ce qui est gestion value notamment. Donc, on voit bien que le portefeuille est très diversifié, 17 fonds à l'intérieur, une diversification géographique et une diversification des maisons de gestion. En termes de résultats, des résultats très satisfaisants, puisque l'année 2020, qui n'a pas été une année simple, le fonds a dégagé une performance positive de 7,2%. Et depuis le début de l'année, donc 2021, nous sommes déjà à un gain, une performance positive de 6,1. Alors après, la seule chose, voilà, c'est qu'on voit qu'il y a un indice de référence, ce qui est obligatoire pour tout fonds qui est créé. On doit avoir un indice de référence. L'indice de référence est un indice composite avec 65% MSCI World, donc actions internationales, 25% de la partie taux et 10% EONIA, c'est la partie monétaire. Et on voit finalement que sur un an, depuis la création, 2020-2021, finalement, on est quand même très, très proche de l'indice. Par contre, là-dessus, je vous interroge Mathieu et vous allez le confirmer, le fonds n'est absolument pas indiciel. Même si les performances ont été assez proches, on a… Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mais après, effectivement, on l'a dit, on est très diversifié. Par rapport à l'indice, le point important, je pense, vous l'avez compris, sur la partie européenne, par exemple, dans un indice MSCI World, il y a 60 à 70% d'États-Unis. Lionel l'a mentionné juste avant, on a beaucoup plus d'Europe actuellement que d'États-Unis. Donc, on n'est vraiment pas positionné de la même façon. Bon, il se trouve que, par exemple, depuis le début d'année, le marché européen et le marché US sont à peu près au même niveau. Donc, effectivement, dans l'affichage de performance, on n'a pas l'impression qu'on est diversifié, mais pas du tout. On est beaucoup moins croissance que l'indice, on est beaucoup plus Europe que l'indice, on est beaucoup moins taux que l'indice. Vous l'avez compris, les taux ont plutôt tendance maintenant à remonter avec les anticipations de l'inflation. Donc, effectivement, on a la diversification sur des stratégies dites décorrélantes, donc des fonds comme BDL, par exemple, dans le portefeuille. Et effectivement, on a ce cash, 10% de ces liquidités, qui sont là pour attendre une potentielle correction des marchés et qui nous permettrait donc de nous réinvestir sur les marchés actions et donc à nouveau de se remettre plus en risque que le benchmark. Donc, effectivement, en affiché, on n'a pas l'impression on a l'impression qu'on est en ligne avec l'indice. On est à la neutralité au niveau des actions en ce moment. Lionel l'a dit, ce n'était pas le cas l'année dernière. Et l'objectif, vraiment, c'est de monter au fur et à mesure. Mais par contre, quand on regarde sous la surface, effectivement, en termes de diversification de style et de zone, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, imaginons que dans les prochains mois, les États-Unis sous-performent comme on pourrait l'anticiper parce que ils ont beaucoup monté, parce qu'ils sont largement en avance et qu'ils auraient tendance à avoir une respiration. C'est à ce moment-là que le fonds Russia surperformera largement son indice. Enfin, on n'est pas du tout positionné de la même façon, même si en affichage, effectivement, on est un petit peu à la neutralité en ce moment. Très bien. Alors, pour terminer, c'est obligatoire, c'est réglementaire. On est aujourd'hui, nous regardent et nous écoutent nos clients finaux, donc on est obligé, dans l'obligation vis-à-vis de particuliers, ce qu'on appelle retail, d'exprimer l'ensemble des risques, sachant que ces risques, depuis toujours, sont bien exprimés vis-à-vis de nos clients, puisque chaque client, avant d'investir sur Eurussia Global, a connaissance de la fiche AMF, donc et ainsi que du DIC produit. Et dans tous nos clients, il y a toujours un rapport écrit qu'on appelle une déclaration d'équation qui reprend, bien entendu, l'ensemble des risques globalement de chaque produit d'investissement. Et dans le cadre particulier de Eurussia Global, et comme tout fonds globalement dynamique, oui, on a des risques de perte en capital, c'est juste une évidence. Et donc, bien entendu, il s'agit de faire en sorte que l'investissement sur Eurussia Global puisse aller avec un horizon de temps. Et ça, c'est le travail d'un conseiller en gestion de patrimoine, de bâtir pour vous une allocation d'actifs sur mesure, allocation qui va intégrer différents investissements. On aura une partie en fonds en euros mal rémunérée, mais on aura quand même une partie en fonds en euros pour la partie préservation du capital ou disponibilité si on avait des besoins à court terme. On pourra avoir des investissements immobiliers
complété par des produits structurés, complété par Eurussia Global ou d'autres fonds. Et dès qu'on va sur des fonds actions, bien sûr, il y a un risque de perte en capital. Un risque, bien entendu, action, un risque de change, parce qu'à l'intérieur, certains fonds, notamment US ou techno, sont investis en dollars. Et on en a fini sur les risques. Oui, les risques, voilà, l'ensemble des risques ont été exprimés. Donc, le glossaire, ce sont les termes qui ont pu être employés, qui sont parfois un petit peu techniques, pourront vous être envoyés si vous le souhaitez. Et pour terminer, Eurussia, donc en termes de caractéristiques administratives, bon, voilà, c'est un fonds, comme je le disais, et vous le savez, qui est dédié, réservé à nos clients. Un fonds avec une valorisation quotidienne, donc une liquidité quotidienne. Chaque client peut acheter des fonds du fonds Eurussia Global au quotidien, mais également vendre s'il y a des besoins de capitaux. Une durée de recommandée de placement supérieure à 5 ans et des frais de gestion globaux, les frais de gestion annuels de 1,50. Voilà, tout a été bien exprimé. On tient, Mathieu, à vous remercier vivement pour votre intervention ce jour. On avait déjà fait une présentation, un club web expert dans le cours l'année dernière. On refera ce type d'événement dans quelques temps puisque c'est un mode de communication aujourd'hui qui est très, très apprécié par nos clients. Donc, merci beaucoup pour à la fois la qualité de votre présentation macroéconomique et aussi parce que ça compte. Merci pour les résultats financiers qui ont été très bons en 2020 et qui sont très bons en ce début d'année. Merci à vous. Et on vous dit, chers clients, à très bientôt pour un nouveau rendez-vous Club Expert qui, cette fois-ci, portera, ce sera un peu plus juridique, ce sera sur le bon libellé des clauses bénéficiaires. Donc, c'est un acte important lorsqu'on souscrit un contrat d'assurance vie de pouvoir nommer des bénéficiaires premier rang, deuxième rang, puis après il y a aussi de l'ingénierie patrimoniale avec tout ce qui est clause bénéficiaire démembrée. Et il y aura, ce sera le thème de la prochaine webconférence qui aura lieu prochainement. Une bonne journée à tous et à bientôt.